Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africain. Tout de suite les titres. Le ministre algérien des Affaires étrangères affirme depuis Kampala, en Ouganda, que le mouvement des non-alignés est appelé aujourd'hui à faire entendre sa voix sur l'impératif d'une nouvelle approche pour relever les défis liés à la sécurité et au développement. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, reçu par le président ougandais à Kampala, les détails dans ce journal. Au Maroc, optant pour la répression sauvage et aggravant la crise sociale, le Marzin persiste dans sa politique aveugle. Au Kenya, décès de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Sport, le président algérien Abdelmajid Tebboune honore les athlètes médaillés dans des compétitions internationales. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a pris part ce mercredi à Kampala, en Ouganda, à la cérémonie d'ouverture de la 19e réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. La cérémonie d'ouverture de cette réunion ministérielle à laquelle participe Attaf a été présidée par le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, président en exercice du MNA. De son côté, le peuple sahraoui, il ne demande rien d'autre que de pouvoir exercer son droit légitime et légal à l'autodétermination et à décider de son avenir par lui-même, sans aucune contrainte ni tutelle. L'Algérie adhère pleinement à la position ferme et claire de ce mouvement dans ce sens, une position que notre mouvement n'a jamais abandonnée durant les 5 décennies précédentes, en conformité avec les résolutions de la légitimité internationale et en respect des nombreuses initiatives onusiennes visant à mettre fin au colonialisme. D'autre part, le ministre algérien des Affaires étrangères a précisé que le peuple sahraoui ne demande rien d'autre que de pouvoir exercer son droit à l'autodétermination. L'esprit et les principes de Bandung se reflètent dans le slogan choisi par la présidence ougandaise comme thème de notre réunion. Notre mouvement est aujourd'hui appelé à élever la voix pour affirmer la nécessité d'adopter une nouvelle approche face aux problématiques liées à la diptyque sécurité-développement. Une approche fondée avant tout sur la reconstruction des ponts de confiance entre le Nord et le Sud à travers des partenariats reposant sur l'égalité souveraine, le respect mutuel et une coopération équilibrée face aux pratiques de domination, de dépendance et d'exclusion. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a été reçu mercredi à Kampala par le président de la République d'Ouganda, pays frère Yoweri Museveni. À cette occasion, le ministre d'État a remis au président ougandais une lettre manuscrite du président algérien Abdelmajid Tebboune et lui a transmis ses salutations fraternelles et sa profonde considération pour les efforts qu'il conçoit au service du continent africain et en assumant la présidence du MNA, tout en lui en réitérant la volonté du président de la République de continuer à œuvrer ensemble au renforcement des relations entre les deux pays frères. De son côté, le président Yoweri Museveni a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses chaleureuses salutations au président algérien Abdelmajid Tebboune, tout en exprimant sa grande fierté de l'engagement constant à raffermer les relations algéro-ougandaises et leur volonté permanente et ferme de contribuer conjointement à défendre les intérêts et les priorités du continent africain en particulier et les intérêts et les priorités des pays en développement en général.
L'Algérie a réagi aux propos du ministre des Affaires étrangères du régime putschiste du Mali visant l'Algérie à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés. Un droit de réponse dans lequel on peut lire que l'un des porte-voix de la junte qui sévit au Mali s'est permis quelques remarques autant infondées à l'égard de l'Algérie. Il aurait été peut-être plus approprié de répondre à ces remarques par le silence méprisant qu'elles méritent. Il s'agit là de mensonges éhontés et de contre-vérités qui ne se donnent même pas la peine de se parer de la et de fait, les putschistes de Bamako sèment des mensonges de plus en plus grossiers. Cependant, cette assemblée respectable a le droit de connaître ce qui se passe réellement au Mali et que les putschistes s'emploient à cacher au Mali. Il y a une junte qui a commis un changement inconstitutionnel qui lui vaut sa mise au banc de l'Union africaine. Sa junte n'a qu'une obsession, celle de s'absoudre de tous ses échecs, et ces échecs ne se comptent plus, et en faire porter la responsabilité à d'autres. C'est la bonne vieille stratégie du bouc émissaire que les putschistes de Bamako remettent au goût du jour sans beaucoup de succès, il faut bien le dire. Né en pleine guerre froide, le mouvement des non-alignés regroupe des voix fortes engagées au service des peuples en lutte pour leur indépendance. C'est un mouvement qui conserve aujourd'hui toute son importance. Imen Marret. C'est aujourd'hui à Kampala que s'ouvre un sommet aux allures de résurrection diplomatique, dans un monde où les relations internationales sont en proie à de grands bouleversements. Le mouvement des non-alignés, créé il y a plus de 60 ans par les jeunes nations à peine indépendantes, avec pour objectif d'équilibrer les relations internationales déjà en proie de guerre d'influence menées par les puissances de l'époque, à savoir les USA et l'URSS. Dans un contexte de grands bouleversements et retour aux luttes hégémoniques des puissances ou encore des rivalités croissantes entre Washington, Pékin et Moscou, les pays du Sud refusent d'être de simples spectateurs. Ils revendiquent désormais une place à la table des décisions mondiales. Autour de la table, plus de 120 délégations venues d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du monde arabe. Toutes partagent un même diagnostic, le système international est injuste, déséquilibré et trop souvent imposé par les grandes puissances. À Kampala, les débats portent sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, la crise climatique, la dette et la transition énergétique, autant de questions au sujet desquelles les pays du Sud veulent désormais être entendus et non plus marginalisés. En pleine recomposition géopolitique, le mouvement des non-alignés cherche à redevenir un acteur central du monde multipolaire. Et aujourd'hui à Kampala, le message est clair, le Sud global ne veut plus être une force d'appoint, mais une force d'équilibre. Et cap ce soir sur la coopération entre l'Algérie et le Mozambique, le ministre algérien de l'énergie et des énergies renouvelables, Mourad Adjel, a été reçu ce mercredi à Maputo par le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, dans le cadre de la visite qu'il effectue dans ce pays chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour le suivi de la feuille de route relative au programme de coopération bilatérale. À cette occasion, le ministre a adressé au président du Mozambique les salutations du président de la République, soulignant que cette rencontre intervient dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la visite de travail effectuée par le président Chapo en Algérie en septembre dernier, lors de laquelle les moyens d'instaurer une nouvelle dynamique de partenariat prometteuse entre les deux pays avaient été examinés. La commission sécuritaire mixte algéro-espagnole a tenu ses travaux à Madrid en Espagne dans le cadre de la poursuite de la coordination et de la concertation entre les deux pays en application de l'accord bilatéral signé dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la coordination et de la concertation entre l'Algérie et l'Espagne en application de l'accord bilatéral signé le 15 juin 2008.
Dossier sahraoui, le réseau de solidarité avec le peuple sahraoui en Allemagne, en coordination avec la mission du Front Polisario, a lancé une campagne de sensibilisation et d'information à grande échelle dans le pays. Il s'agit de la plus grande campagne de ce genre visant à mettre en lumière un demi-siècle de lutte contre l'occupation et la détermination à obtenir la liberté et l'indépendance sous le slogan 50 ans d'occupation, 50 ans de résistance et de persévérance. Dans le même contexte, le peuple sahraoui a encore une fois bénéficié d'un large soutien de la part des pays d'Amérique latine et des Caraïbes lors des travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation en faveur de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'acte 3 de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Les représentants de nombreuses nations ont réitéré l'urgence d'une solution qui met fin à l'occupation. Parlons économie, le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance de l'économie tunisienne pour l'année 2026 à 2,1%, soit une hausse de 0,7%. Par rapport à ses prévisions d'avril 2025, le FMI a également révisé ses prévisions de croissance de l'économie mondiale en comparaison à celles publiées en avril de cette année, bien qu'elles restent inférieures à celles figurant dans son rapport d'octobre dernier avant la réorientation des stratégies économiques. Toujours en Tunisie, l'Institut national de la statistique du pays a révélé que la valeur des exportations tunisiennes a atteint 46,4 milliards de dinars entre janvier et septembre de cette année, selon les données publiées dans une note de suivi de l'évolution des échanges commerciaux tunisiens avec l'étranger. Les exportations des industries mécaniques et électriques ont augmenté de 6,4% au cours des 9 premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre environ 22,7 milliards de dinars. Et toujours dans le chapitre économie, la Banque centrale de Libye a annoncé avoir passé un contrat pour l'impression de 11 milliards de dollars afin d'assurer une disponibilité équilibrée et stable de liquidités. Dans un communiqué, elle précise avoir déjà reçu plus de 4,5 milliards de dollars qui ont été distribués aux banques, étant dit que 2,5 milliards supplémentaires sont en cours d'impression et devraient être livrés intégralement avant la fin de l'année en cours. La banque ajoute que les 3,85 milliards de dollars restants du montant total convenu seront livrés progressivement l'année prochaine. Au Maroc, la population ne décolère pas entre répression et crise sociale. Le Merzen persiste dans sa politique aveugle malgré le caractère pacifique des manifestations menées par la jeunesse dans plusieurs villes. On fait le point avec Mohamed Walid Ben Chaban. Malgré une vague de protestations pacifiques menées par des jeunes à travers plusieurs villes marocaines, dénonçant les conditions sociales dégradantes et appelant à des réformes urgentes, les autorités continuent de répondre par la répression et l'indifférence. Le régime du Merzen, sourd aux revendications populaires, poursuit une politique jugée incohérente et déconnectée des réalités du terrain. À El Hoceima, le bureau régional du syndicat national de la santé, affilié à la Confédération démocratique du travail, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation catastrophique des services médicaux. Les syndicalistes tiennent pour responsables les autorités du secteur, dénonçant les reculs dangereux affectant les travailleurs de la santé et la dégradation générale du système. Du côté de l'éducation, la situation n'est guère meilleure. Le secteur s'enlise dans les réformes impopulaires. Une mauvaise gouvernance et le refus persistant du ministère de dialoguer avec les syndicats. À cela s'ajoute la question des détenus d'opinion dont les dossiers stagnent dans un climat d'impunité, alimentant davantage le ressentiment populaire.
Face à cette impasse sociale, politique et judiciaire, les observateurs redoutent une aggravation des tensions si les autorités continuent d'ignorer les appels au changement. Le peuple marocain, à travers ses jeunes, ses travailleurs et ses syndicats, réclame un État plus juste, des institutions transparentes et une gouvernance réellement au service du citoyen. La Cour suprême de justice de la Guinée-Bissau a annoncé mardi que la candidature à l'élection présidentielle du chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingo Pereira, était égale au motif qu'elle a été déposée sur la base d'une coalition non agréée et sans fondement juridique. Cette décision est définitive et sans possibilité d'appel, a indiqué le porte-parole de la Cour suprême, Mamadou Ambalo, lors d'une conférence de presse. À Madagascar, des jeunes ont manifesté mardi pour demander une réforme constitutionnelle, plus de transparence et de meilleures conditions de vie. Le mouvement déclenché fin septembre par les coupures d'électricité et les pénuries d'eau a évolué vers des appels à la démission du président. Face à la situation actuelle ici à Madagascar, nous, la génération Z, on espère une nouvelle constitution avec un peu plus de transparence, mais aussi un peu plus de transparence, c'est-à-dire pas de corruption. Actuellement, nous espérons vraiment changer tout le système qui est pourri ici à Madagascar. Donc nous espérons aussi que nos dirigeants écoutent les jeunes ici à Madagascar. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement du M23 ont signé mardi à Doha un accord sur la mise en place d'un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Selon le communiqué signé à Doha, la conclusion de cet accord est l'une des deux conditions préalables au début des négociations pour un accord de paix global. La deuxième phase consistait en un accord sur l'échange de prisonniers de guerre. Cet accord a été signé en septembre, mais l'échange lui-même n'a pas eu lieu. L'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga est décédé mercredi en Inde à l'âge de 80 ans, a annoncé une source au sein de son bureau. Odinga, qui suivait un traitement dans la ville indienne de Kochi, avait été victime d'un arrêt cardiaque ce mercredi. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où son décès a été constaté. Nous, les Kenyans, perdons beaucoup de choses. Maintenant, nous pleurons. Odinga, c'est vraiment triste. Nous avons perdu un leader qui s'est battu pour les droits des Kenyans. Raila s'est battu pour la démocratie multipartite dans ce pays. Maintenant que nous l'avons perdu, nous nous demandons à quoi ressemble la direction politique de ce pays. Pour l'instant, nous allons simplement pleurer notre héros, Raila Amolo Odinga. Et en Guinée, près de 5000 personnes sont mortes d'un cancer sur plus de 6000 malades recensés dans le pays du 1er janvier au 30 septembre, a déclaré le coordinateur du Comité national de lutte contre le cancer, Bangali Traoré. C'est face à cette préoccupante situation que le Comité national de lutte contre le cancer a lancé la dite campagne pour informer les populations sur les méthodes de dépistage et la prise en charge des cas de cancer, a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de détecter précocement la maladie en vue d'offrir aux patients de fortes chances de guérison.
Et un mot de sport à présent, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé mercredi à Alger une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés au championnat du monde de parathlétisme à New Delhi, aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo et au championnat arabe de basketball au Bahreïn, ainsi que l'équipe nationale de football qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Ouais, très heureux d'être ici. C'est une immense fierté, un honneur d'être accueilli ici par le président. Et franchement, je suis très content pour la réception, pour la qualification. Hier, on a été accueillis aussi par le peuple algérien et franchement, c'est une fierté pour nous et pour tout le peuple algérien. Ça fait plaisir d'être venu, c'est un honneur. Et de le voir en vrai, de le saluer et tout, c'est un grand honneur pour moi et un plaisir. Ouais, ça c'est un stade plein, l'ambiance, voilà, magnifique, tout était magnifique. Et ça fait plaisir de voir des ambiances comme ça. C'est une fierté pour moi d'être là, de pouvoir rencontrer le président de la République. C'est vraiment un grand jour, donc on est tous contents d'être là, en plus avec une qualification pour la Coupe du Monde, donc on est très contents. En football, et comme vous le savez, certainement l'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 avant même son dernier match de qualification disputé hier face à l'Ouganda, remporté par les Verts 2-1, terminant son parcours en beauté, un parcours retracé par Faisal Salah. Parcours légendaire. Les Verts nous ont rendus fiers. Une sélection, une famille, tous unis. Ils n'ont épargné aucun effort pour mouiller le maillot de l'Algérie. Avec l'art et la manière, l'Algérie est qualifiée pour la 5e fois de son histoire à la Coupe du Monde. La première avec 48 équipes. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont assuré couler la sueur de leurs adversaires sur chaque action, chaque duel, chaque minute de jeu, chaque accélération, chaque but. À domicile comme à l'extérieur, les Verts ont montré du caractère. Leader du groupe G avec 25 points, 8 victoires, un match nul et une seule défaite. Meilleure attaque du groupe avec 24 buts. La sélection algérienne a fait preuve d'une solidité impressionnante. Le chemin n'a pas été facile. Durant cette campagne, l'Algérie a connu un changement de sélectionneur. Djemal Belmadi a guidé les Verts lors des 2 premiers matchs, tandis que le Suisse Vladimir Petkovic a été le maestro de la qualification. Mahrez, le moteur de cette équipe, n'a pas été seul. Le Turbo Amoura a également été l'homme de la qualification. Une qualification scellée lors de la 9e journée des éliminatoires. À Oran, avec une victoire par 3-0 contre la Somalie. Doublé d'Amoura et un but de Mahrez. Les Verts ont terminé ces éliminatoires en beauté à Tizi Ouzou. Le stade Hossein Ait Ahmed est le stade de la victoire. 3 matchs joués, 3 matchs gagnés. À Tizi, on a célébré une génération dorée. Tout en préparant celle qui prendra la relève, avec des joueurs comme Chergui, Belghali et Ibrahim Maza qui fait sensation. Un joueur aussi talentueux, avec une finesse technique impressionnante, un meneur de jeu au potentiel incroyable. Un public magnifique, des supporters fidèles et un sélectionneur pragmatique. Lors de cette dernière journée, on a joué contre l'Ouganda, remportant la victoire par 2-1 grâce à un doublé d'Amoura. Ce qui lui permet de finir meilleur buteur des éliminatoires avec des buts. Vladimir Petkovic a mené à bien sa mission, qualifiant les Verts en Coupe du Monde après 2 éditions d'absence. Au stade, c'était la fête. Les joueurs ont célébré leur qualification avec les supporters, partageant un moment de joie. Des photos pour immortaliser l'instant, de la musique. Les Verts vont tout donner pour faire le bonheur de tout un peuple. C'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.